Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Reprise des débats d'Europe Soir. Nous sommes avec le journaliste de Marianne Louis aux Alters, le fondateur du GIGN, Christian Proutot, la journaliste Françoise Laborde et le sénateur LREM, Xavier Iacovelli. C'est Jean Castex qui donc recevra la famille de Samuel Paty demain, car dans un contexte sécuritaire, il faut le dire, tendu, Emmanuel Macron se rend à nouveau à Marseille dès ce soir. Il y sera demain également. 1 mois et demi après son premier déplacement, le chef de l'État vient faire une piqûre de rappel. Oui, j'assume complètement que le devoir de la nation est d'être aux côtés des Marseillaises et des Marseillais. Parce que décider que ce serait une ville comme les autres, ce serait acter qu'elle va continuer à vivre au milieu de ses difficultés, les subir, et ne pas réussir pour elle-même, pour tout le territoire et pour tout le pays. C'est acter qu'elle ne pourra pas jouer le rôle qu'elle doit jouer dans cette Méditerranée à laquelle je crois profondément. Et donc, je pense qu'aider aujourd'hui Marseille à réussir, ça n'est d'abord pas lui faire l'aumône, c'est aider à déclencher quelque chose qui est là, mais c'est bon pour le pays tout entier. Voilà, c'est bon pour le pays tout entier. Il y aura une troisième visite en février prochain. Comment est-ce que vous la voyez, cette deuxième visite d'Emmanuel Macron à Marseille? On a l'impression que c'est un marqueur, cette ville, cette cité phocéenne. Je pense qu'il est en campagne et que voilà, il commence à faire la tournée des popotes et il revient à Marseille. 2022, c'est vraiment la campagne on dit pas, c'est la campagne. Oui, c'est la campagne anonyme. On se dévoile au dernier moment, absolument. Ouais. C'est la campagne à la ville. Oui. Bravo. Merci Christian. Bravo, merci Christian. Boire la mer quand il s'agit de Marseille. Non, mais voilà, je pense qu'il est en campagne et que Marseille est sans doute en effet un enjeu. Alors, je ne suis pas dans la tête ni auprès des conseillers élyséens. Ils ont dû faire des calculs très savants pour savoir que peut-être qu'il fallait en effet insister particulièrement sur cette ville. Je pense qu'il va faire une longue tournée, oui. Xavier Iacovelli. Oui, enfin, écoutez. Je pense que Marseille est habitué aux annonces des différents gouvernements qui n'ont jamais abouti par des mesures concrètes. Je me rappelle de Jean-Marc Ayrault qui avait annoncé plusieurs millions que le Marseille attend toujours. La seule qui avait été à peu près honnête dans cette histoire, c'était Najat Vallaud-Belkacem qui, lorsque Marseille avait demandé une aide pour les écoles de Marseille, elle avait dit « Ouh là là, c'est pas moi, c'est la commune, moi je ne peux pas intervenir avec mon ministère ». Elle était ministre de l'Éducation nationale. Donc aujourd'hui, on a un président qui s'est engagé sur Marseille avec une situation catastrophique, 25 ans d'inaction de la collectivité marseillaise sous la droite, un maire de gauche, on ne peut pas dire qu'il soit proche de Macron, qui décide d'appeler au secours le gouvernement, de faire un partenariat avec le gouvernement et avec le président, un président qui s'engage et qui nomme un préfet spécifique sur cette question du réinvestissement, de rénovation des écoles, de la sécurité dans les quartiers, qui nomme un préfet là-dessus, qui vient 1 mois et demi après pour faire un premier point, pour dire « Oh là là, moi j'ai pris des engagements, il faut que ça soit tenu ». Pardonnez-moi, mais c'est quand même assez rare venant d'un président. Un élément principal. Dites-moi. Et tout cela, il faut terminer votre discours par « et tout cela à 8 mois de la présidentielle » ou 7 mois. Oui, mais d'accord, mais vous m'avez fait, il y a 1 mois et demi, vous nous disiez, bah oui, mais de faire un plan pour Marseille à 10 mois des élections... Ouais, non, c'était 8, maintenant c'est 6. Oui, 8, pardon. À 8 mois des élections présidentielles, c'est un coup de com'. Sauf que la réalité, c'est que la situation marseillaise, elle est catastrophique, qu'aujourd'hui on a besoin de l'action. Bien sûr que c'est pas en 8 mois que la situation marseillaise va se résoudre. Pourquoi maintenant? Mais parce qu'il y a urgence. Et parce que le maire a fait une demande officielle. Il a appelé au secour parce qu'il a été élu. Vous pensez que c'est le seul maire de France à appeler au secours je ne suis pas sûr que toutes les villes de France soient dans la situation de situation de Marseille. Heureusement. Et heureusement. Oui. Il y a eu aussi en la matière un précédent, si je ne m'abuse, dans le Nord, où c'est pas une ville, mais c'est le département ou la région, je ne sais plus, qui a appelé au secours parce qu'il n'arrivait plus à financer les aides sociales et le RSA. Donc est-ce qu'on est en train... François, je suis d'accord, mais regarde sur la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis Oui, on se connaît sur la question de la protection de l'enfance, donc je me permets de... Oui, absolument. Justement, sur la protection de l'enfance... la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, pardon. La Seine-Saint-Denis a demandé, effectivement, depuis... Je rappelle, c'était Barthelone, je crois, à l'époque, qui était encore président du conseil départemental, qui appelait au secours, qui disait qu'il ne pouvait plus payer le RSA. Et effectivement...
moi je suis favorable à la recentralisation des politiques sociales, que l'État prenne ses responsabilités et prenne en charge les politiques sociales pour éviter d'avoir des disparités d'un département à l'autre. Moi je suis favorable à ça. Donc moi quand je vois le président de la République et le gouvernement qui dit je vais aider la Seine-Saint-Denis et je renationalise le RSA en Seine-Saint-Denis, j'applaudis dès demain. Mais moi attendez, laissez parler les autres, Louis Osalter. À Marseille, je rebondis là-dessus, à Marseille, le problème c'est qu'on voit certains mauvais effets de la décentralisation. Qu'est-ce qui va se passer ce soir à la préfecture des Bouches-du-Rhône? Emmanuel Macron va mettre autour de la table le maire de Marseille, le socialiste Benoît Payan, la présidente de la métropole qui est LR, Martine Vassal, d'autres élus locaux. Tous ces gens-là, depuis des années, des décennies, ne s'entendent pas entre eux, se détestent, mais même quand ils sont dans le même camp politique, parce que sous Gaudin, c'était pareil, des élus de droite, la ville était tenue par la droite, la métropole aussi, mais les élus de droite se détestaient entre eux, donc rien n'avançait. Et donc c'est une des raisons de la faillite marseillaise, c'est que l'enchevêtrement des compétences d'élus locaux et les haines recuites entre les mêmes élus locaux ont empêché énormément de projets d'avancer. À cela s'ajoutent évidemment les mauvaises habitudes que sont par exemple la cogestion avec Force ouvrière quand il s'agit de la fonction publique de la ville, qui conduit à un immobilisme parfaitement regrettable. Donc ce qui va se passer ce soir, ce qu'essaye de faire Macron en tout cas à la préfecture des Bouches-du-Rhône, c'est de mettre ces gens-là autour de la table et d'agiter le pompon des aides d'État, de l'argent dont ils ont cruellement besoin, en leur disant les cocos, si vous vous mettez pas d'accord, l'argent de l'État ne tombera pas pour aller rénover les écoles, construire de nouvelles lignes de métro, rénover des transports. Donc qui c'est sont ça dans la un piqûre état de rappel d'Emmanuel Macron. Oui, et c'est aussi réaffirmer le rôle de l'État. Alors je sais pas pourquoi il le fait aussi tard, mais là il y a un gouvernement qui se rend compte que il faut que l'État mettre devant leurs responsabilités les élus locaux, parce que c'est aussi de leur responsabilité quand même toutes ces actions ou ces inactions depuis des années. Et c'est un problème de compétence. Par exemple, vous voyez, il y a une aberration parmi d'autres. Le maire de Marseille, Benoît Payan, est socialiste. La responsable de la RTM, qui est la Régie Marseillaise des Transports, c'est la chef de son opposition municipale. C'est une LR. Comme elle est nommée par la métropole, c'est elle qui s'occupe des transports marseillais, alors même qu'elle est une opposante frontale au maire de Marseille. Pardon, mais ça peut pas fonctionner comme ça. Vous pouvez pas. Les transports de la ville peuvent pas être gérés par l'opposante fantoche du maire. Non, c'est une opposante. Elle a pris la tête de l'opposition municipale et comme la responsable des transports marseillais est nommée par la métropole, qui elle n'est pas dans le même camp que le maire de Marseille, et tout ça, c'est la sans arrêt. C'est la décentralisation quand elle est poussée. C'est la répartition des compétences quand elle est poussée d'une manière. Non, mais c'est là où on voit les limites de l'exercice d'un pays qui est un pays qui a été centralisé pendant des années, qui a mis en place, qui a voulu inventer pour la France, la régionalisation, c'est comme ça que ça s'appelle, et la manière dont ça s'est appliqué ensuite, ça a été que des petits potentats, et Marseille en est l'exemple le plus frappant, où ils se détestent à un point que... moi, je connaissais pas cette situation, et c'est François Pupponi qui nous a raconté qu'il avait été responsable de répartition d'argent qui avait été prévu pour Marseille, et qu'à la fin de l'année, il n'était pas dépensé. L'argent n'était pas dépensé parce que, bien évidemment, c'était pas forcément le secteur qui arrangerait ceux qui avaient eu l'argent. Je suis pas sûr que ce soit une exception n'était même pas demandé. Donc, il retournait. Faudrait vérifier. Paris envoyait de l'argent, mais l'argent n'était jamais dépensé. Et je crois, pour en revenir à la question que vous posiez, si effectivement Emmanuel Macron y retourne. S'il n'y était pas retourné, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Moi, je ne cherche pas à le défendre. Donc, il y retourne. Il a dit qu'il s'occupait du dossier. Après tout, même si c'est parce qu'on est à 5 mois, tant mieux pour Marseille. Et je pense qu'au moins, ça sera efficace. Et il aura raison d'y retourner. Françoise Laborde. Mais moi, je trouve que en sous-jacent se joue toute la question de la décentralisation. On se rend bien compte aujourd'hui que la décentralisation est une immense pétaudière et que ça ne fonctionne pas. Que la dernière tentative sous Hollande, où on devait simplifier, ça rajoutait au contraire des strates supplémentaires, des intercommunes, des trucs, des machins, les départements. Et à chaque fois, qui a besoin d'avoir son hôtel de région, son hôtel de département, sa superstructure, etc. C'est une folie française. Donc on a remplacé le corps des préfets qui étaient des moines soldats, serviteurs de l'État, incorruptibles, qui en effet allaient de région en région, par des élus qui forcément font un peu de clientélisme et jouent sur les différentes choses. Et nous connaissons
connaissons bien tous les deux la question de la protection de l'enfance. Avec Xavier Iacovelli. Absolument, avec Xavier, et c'est un des thèmes où on voit l'absurdité du système. Quand on est pris en charge par la protection de l'enfance dans les Landes, on peut être bien pris en charge jusqu'à 25 ans. Vous êtes dans le Nord à 18 ans. Enfin, on vous met dehors sans déménagement le jour de votre anniversaire à la rue avec votre baluchon. On est chez les dingues. Donc, à un moment donné, il faudrait, oui, remettre à plat cette question. Et si la décentralisation pouvait être un thème de campagne, pourquoi pas? Mais ça serait formidable. Ça serait donc un thème de campagne directement pour Emmanuel Macron, dont on a dit souvent qu'il était jupitérien, et une façon aussi pour lui de dire, regardez, finalement, quand ça vient d'en haut, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être. C'est ça? Peut-être. Je pense, je suis à la fois attaché à la décentralisation, mais pas sur tous les thèmes. Ouais. C'est le en même temps. Ouais. Non, parce que je pense que... Alors, en même temps, vous savez, c'est quand même une expression de Sciences Po. Hein. Tout le monde dit en même temps rue Saint-Guillaume, et du coup, voilà, je pense que Macron a dû le choper un jour. Thèse, antithèse. En même temps. Je pense sincèrement que les Français sont attachés à leur territoire, à l'identité de leur territoire. Je pense que la réforme sous Hollande des grandes régions a été une catastrophe. Enfin, je crois que la pire, c'est quand même certainement la Nouvelle-Aquitaine, hein, entre Limoges. La Grand Est, c'est pas mal aussi. Oui, d'ailleurs, c'est très contesté. Mais il y a juste l'Île-de-France qui a pas bougé. Mais enfin, on nous a rajouté quand même une métropole avec des territoires, des départements. Des territoires qui n'ont pas la fiscalité propre, donc qui ne peuvent pas agir, donc c'est une coquille vide, juste pour indemniser les élus, parce que c'est ça la réalité des choses. Des départements qui ont encore des compétences très importantes, mais une région qui demande de récupérer les compétences de la métropole. Enfin, plus personne n'y comprend rien. Et après, on s'étonne qu'il y ait 30% de participation aux élections territoriales. Donc je pense qu'il y a effectivement une vraie réforme territoriale à faire, une vraie réforme de la décentralisation. Oui pour la décentralisation, mais oui pour la recentralisation d'un certain nombre de politiques essentielles au pays, comme les politiques sociales, comme la protection de l'enfance. On a 101 politiques différentes de protection de l'enfance en France. C'est complètement dingue. Et c'est malheureusement pas la seule politique sociale qui pâtit de cette décentralisation. Donc je pense qu'il faut remettre tout à plat. Et j'ai l'impression de sentir quand même dans les volontés d'Emmanuel Macron, en tout cas, de faire en sorte qu'il y ait une vraie réforme sur cette question-là pour le prochain quinquennat, si tant est qu'il soit élu. Il part avec un atout, Louis Osalter, c'est qu'il est quand même devant tout le monde dans les sondages, et depuis plusieurs semaines maintenant. On est à 25%. Politiquement, il part avec un bagage qui est non négligeable. Il a un socle. En fait, il a 6 mois et demi de la présidentielle. Électoralement, il a un socle qui bouge pas. Qui bouge pas, exactement. C'est ça qui est important, en fait. C'est la dynamique de ce socle. C'est-à-dire qu'il est autour de 23-24% dans chaque enquête d'opinion. Et alors que les blocs bougent, on est complètement parti au loin de Marseille. Oui, mais les blocs bougent beaucoup ailleurs. C'est-à-dire que, on bien que la dynamique Zemmour fracasse à la fois la droite, le Rassemblement national, en tout cas remet en question l'ordre des places, et que Macron peut contempler cette pré-campagne avec ravissement pour l'instant. Après, moi, je pense que les Français ne sont pas entrés en campagne, que pour l'instant, ils observent ça comme un spectacle, et que le jour où ils verront à qui ils confient ou reconfient le bouton nucléaire, l'argent à déverser sur Marseille ou sur d'autres villes, les décisions de confiner et reconfiner, et toutes choses qui ont quand même une certaine importance, ils verront. Et que l'excès d'optimisme, 6 mois avant la présidentielle, en général, se paye cash. Donc, cette incertitude pour le deuxième tour, quand on regarde aujourd'hui que Marine Le Pen est passée devant Éric Zemmour alors que c'était pas le cas la semaine dernière, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de recul. Bien sûr. Puis en fait, il n'y a qu'un seul sondage qui a donné pour l'instant Zemmour devant Le Pen au premier tour, et tout ça est dans la marge d'erreur. Mais le fait politique est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même, quels que soient les sondages, il y a une vraie dynamique pour Éric Zemmour. Et l'enjeu de cette pré-campagne, c'est de savoir s'il peut s'imposer comme une alternative à Le Pen dans l'opposition à Macron. C'est tout simplement ça. Et si la droite aussi arrive à surnager dans ce rôle. Donc je pense que c'est même pas une question de chiffres et même pas forcément une question d'ordre des places. C'est est-ce que aux yeux des Français, Zemmour arrive à s'imposer comme quelqu'un de crédible, et au-delà du candidat qui est venu juste faire un tour de piste pour agiter un peu le landerneau et imposer ses sujets, ce qu'il arrive à faire pour l'instant avec talent. Christian Proto. Non, mais dès qu'on va arriver, je pense, dans le dur de la préparation d'une présidentielle, c'est-à-dire un programme, qu'est-ce qu'on fait économiquement, il y a une nuance énorme, je crois, entre ça, c'est le grand trend, effectivement, que Éric Zemmour n'arrivera pas à convaincre au niveau économique et au niveau des mesures. Moi, je le pense, parce qu'on ne peut pas limiter un discours. Le problème, c'est l'autre. C'est pas possible. Il y a un moment,
il faut proposer des solutions. Ça a été fait. Hein. Une grande partie du discours de Joe Biden, par exemple, à la dernière élection, c'était anti-Trump, anti-Trump, petit Trump. On a eu vraiment dans les dernières semaines, enfin je parle sous votre contrôle, mais on a eu vraiment dans les dernières semaines. Dernières semaines, on avait vraiment le programme économique de Joe Biden. Non, mais on peut. Ça, c'est comme comparer. M'engueulez pas. Ça va. Le programme de Macron, non, ça va aussi d'ailleurs. Oui, il y a le GIGN qui avait débarqué là ou quoi? Absolument. Ce que je trouve. Comparaison n'est pas raison, j'aime pas cette formule, mais au moins j'en connais pas d'autres. On n'arrête pas de dire Trump a fait ça, et là Biden, vous me dites, sauf que je suis désolé, eux ils ont deux socles, deux partis solides qui fonctionnent bien, qui fonctionnaient bien, et le delta entre les deux était suffisant juste par rapport aux indécis. Là on n'en est quand même pas, on est sur la partie, on parle du bloc Macron, et derrière il y a l'émiettement. Tout le monde se bat pour les miettes, c'est la bagarre pour. Mais on a un Zemmour aussi qui prend exemple sur Trump. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que un des exemples de Zemmour, c'est quand même Trump. Il a même été jusqu'à faire la même couverture de son livre. Donc je pense que effectivement on ne peut pas comparer. C'est autre chose. Oui, mais on ne peut pas comparer effectivement la politique américaine et la politique française, parce qu'effectivement nous on a un morcellement. Alors qu'on le fait tout le temps. Mais on peut pas. Oui, mais on le fait tout le temps. On le fait tout le temps quand même. C'est le même temps. C'est le même temps. Même chez Europe 1. Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, on va faire une pause et vous allez retrouver vos esprits. Les primaires en fait, Trump. Donc à partir du moment où il les avait gagnés, il avait le parti républicain. Europe Soir. Pierre de Villeneuve. Retour des débats d'Europe Soir. Je vous donne quand même un rendez-vous tout à l'heure à 19h15. Un débat, en tout cas une discussion exceptionnelle entre Michel-Yves Bolloré, le co-auteur de Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, et le philosophe et ancien ministre Luc Ferry. Ça sera tout à l'heure à 19h15. Retour avec Louis aux Alters de Marianne, Christian Proutot, Françoise Laborde et Xavier Iacovelli, sénateur LREM des Hauts-de-Seine. Où est-ce qu'on en était? Parce que en plus c'est Xavier Iacovelli qui ne retrouvait plus ce qu'il voulait dire. On en était à, effectivement, Emmanuel Macron qui était à Marseille pour ce grand deuxième rendez-vous dans la cité phocéenne avec des annonces, on imagine, demain. Et en même temps, on parlait aussi d'Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour est toujours là, il est un peu en catimini dans les sondages. Ce qui rapproche Emmanuel Macron... Et dans tous les sujets, d'ailleurs. Et dans tous les sujets, ce qui rapproche en tout cas les deux candidats, c'est qu'ils ne sont pas candidats. Oui, bien sûr, ils ne sont pas candidats, ils ne lèvent pas de fonds, ils ne se préparent pas. Ils ne font rien. Ils ne font pas de déplacement. Et Éric Zemmour ne fait qu'un salon du livre itinérant. Je rassure quand même les Français, les comptes de campagne sont ouverts depuis le 1er septembre. Pour tout le monde. Y compris ceux qui ne sont pas candidats. Monsieur le sénateur. Françoise Laborde, pardon, je vous ai coupé, vous vouliez dire quelque chose. Ce qui est en plus, ce qui fausse le jeu, c'est qu'on attend le candidat républicain et que là, tout le monde est rentré au bercail. On attend. Non, mais je veux dire, nous qui sommes les observateurs, on attend. Mais parce que, voilà, donc ils rentrent tous au bercail, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, mais il y a encore un mois entier où tout ce petit monde va se regarder... dans le meilleur des cas en chien de faïence, et dans le pire des cas, ça fait tard, dans le pire des cas avec des coups bas. Mais c'est vrai que on voit pas bien comment, en tout cas les militants, parce que je crois qu'ils sont 80 000 militants inscrits, et peut-être qu'il y en aura que la moitié qui vont voter, donc 40 000, ça fait pas grand monde. Enfin, c'est pas énorme pour. Ils peuvent encore adhérer. Attention. Mais c'est les plus déterminés qui vont voter. Donc est-ce qu'ils vont choisir ceux qui ont essayé de vivre en dehors de la structure partisane? Pécresse et Bertrand, ou bien au contraire, ils vont choisir le commissaire européen. Oui, mais alors, la rumeur dit que justement le fidèle, quand il était à Bruxelles, Barnier, pour ne pas le nommer, n'a pas été si présent que ça dans les instances du parti. Oui, mais il est soutenu par Wauquiez, il ne faut pas oui, mais est-ce que Wauquiez joue pas double jeu? Mais ça, c'est vraiment un marqueur important, le fait qu'il soit soutenu par Laurent Wauquiez ou pas? Moi, je pense que pour les militants LR, c'est important, la parole de Wauquiez a encore du poids. D'ailleurs, je me rappelle que Wauquiez, il y a encore 4 ans, disait à Éric Zemmour, Éric, tu es ici chez toi. Donc c'est vrai que le marchepied que les LR ont fait pendant 4 ans à Éric Zemmour, ils ont créé le monstre qui est en train de se dévorer. Vous êtes en train de faire un parallèle entre Zemmour et Barnier, là, ou pas?
Via Wauquiez, non, mais parce que c'est comme les liaisons SNCF, là, visiblement. Non, là vous allez un peu trop dans j'essaie de lire dans votre esprit. Non, pas du tout. Je dis juste que les LR ont créé le monstre qui est en train de les dévorer. Mais je pense que les militants LR, même s'ils sont très, très sensibles à la fidélité de Barnier, ils sont quand même aussi peut-être un peu sensibles au sondage. Et peut-être que s'ils voient que Barnier reste autour de 7%. Oui, mais justement, on a dit que les sondages n'étaient pas importants parce qu'on était trop loin de la présidentielle. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas, et je parle sous votre contrôle, on n'a toujours pas, comment dirais-je, le fameux essai transformé. C'est-à-dire que beaucoup d'observateurs disent, bah voilà, là il est à 17% dans les sondages, mais il sera peut-être à 3 ou 4. Est-ce qu'il va nous faire une chevènement en 2002 ? Ah, Zemmour, oui. Bah là, c'est le point de baisse. C'est soit c'est la séquence politique. Personne n'a l'air de savoir ça. Et pourquoi est-ce que personne ne sait ? On peut pas savoir. Parce que en fait, la volatilité du corps électoral est telle, et puis les gens répondent en ce moment à des sondages sur une élection pour laquelle ils sont pas sûrs d'aller voter, dont ils ne savent pas encore quelle sera l'offre politique complète. Donc vraiment, les sondages ne veulent rien dire à cette heure-là. Ils donnent juste des dynamiques. C'est vrai qu'il y a un phénomène Zemmour, c'est comme ça, c'est factuel. C'est une dynamique sondagière, mais ça ne dit rien des niveaux d'intention de vote pour l'instant. Et puis il y a peut-être aussi un peu d'espièglerie, si je peux me permettre. Parce que au fond, quand les sondeurs disent vive Zemmour ou je vote Zemmour, même s'ils ont les sondés, même s'ils n'ont pas l'intention de le faire, c'est une façon aussi de dire à la classe politique, regardez, voilà, ce garçon dit des choses qui nous intéressent, écoutez-le. Et d'ailleurs, ça marche, puisqu'on a vu qu'il y a eu un certain nombre de décisions, de prises de position qui ont fait évoluer. Donc, on peut imaginer aussi que l'opinion joue un peu avec les sondages qu'on propose et surréagit sur Zemmour parce que en effet il fait émerger des thèmes qui intéressent tout le monde. Mais alors comment est-ce que vous expliquez, moi c'est la question que je me pose à chaque fois, comment est-ce que vous expliquez que des hordes entières de jeunes de 17 à 25 ans se précipitent au meeting de Zemmour et on dirait qu'ils font abstraction des choses totalement abjectes quand même qu'il a dit ces dernières semaines, notamment sur Mengele, notamment sur Vichy, sur Pétain. Comment est-ce qu'on se met dans la tête, vous avez l'occasion de travailler les uns et les autres avec avec des jeunes. Comment est-ce qu'on peut se dire tiens, moi je fais mon marché, ce qui m'intéresse c'est son discours sur l'immigration. En revanche, effectivement, il dit des trucs dégueulasses sur Vichy, mais tant pis, c'est pas grave. Moi je pense pour deux. Ah bon. Excusez-moi, non, juste pour dire que ils sont polis. Je pense que leurs références historiques aussi, ils vont les acheter chez Zemmour, comme vous dites. C'est-à-dire que Zemmour a cette particularité d'avoir forgé la culture politique historique d'un grand nombre de personnes. Et à l'heure où, il y a peut-être moins de niveau culturel, historique qu'avant, et peut-être moins et c'est pas la façon de la forger n'est pas la même. Aujourd'hui, on va un peu faire son marché, comme vous l'avez très justement dit, notamment sur Internet, dans les bouquins qui existent, sur les références qu'on a. C'est comme ça que les civilisations fonctionnent. Je suis un peu inquiet de la façon dont ça fonctionne maintenant. Non, mais c'est une minorité. Mais à partir du moment où je dis c'est une minorité, sinon il aurait plus de voix. C'est une minorité qui se déplace, qui est active, c'est celle qu'on voit. C'est la même chose que pour ce qu'on a vécu pendant un an avec la maladie. On a tout d'un coup un variant, là, le variant Delta est passé en variant Z. Et tout le monde passe. C'est le soir des calembours. Et donc le vaccin, c'est le vote lors des élections. Je pense... Pardon. Oui, non. François, je vais laisser passer. Non, je pense qu'il y a deux raisons à ça. D'abord, je pense que pour la jeune génération, c'est de l'histoire ancienne. Il y a ça aussi. Voilà, c'est du passé. C'est un passé, on le sait tous, qui peut se reproduire. Je n'en disconviens pas, mais déjà qu'à l'école, ils n'ont pas appris la guerre 39-45 parce que les profs d'histoire n'osent pas leur en parler. Je suis pas sûr qu'ils aient les bons référents historiques. Parce que c'est la vérité. Parce que la plupart des profs d'histoire, c'est bête, le programme n'arrive pas jusqu'à la guerre 39-45. Mais c'est un autre débat. Ah bon ? Oui. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, puis comme ça évite. Ça évite les sujets qui fâchent, bien sûr. Donc si on évite tous les sujets qui fâchent, dis-donc, c'est un peu le drame de l'éducation nationale, mais bon, c'est un autre débat. Mais je pense qu'il y a ça, cette idée que c'est de l'histoire ancienne. Et je pense aussi, j'ai lu ça dans un sondage, que les jeunes sont plus à droite qu'on ne l'imagine. Pour deux raisons. D'abord, ils sont plus individuels qu'avant, c'est sans doute le fruit de la vie sur Internet, les réseaux sociaux. Ils se sentent pas appartenir forcément à un groupe, ils vivent dans un groupe, mais chacun individuellement. Et leur projection dans l'avenir ne s'inscrit pas dans un projet collectif. Le collectif n'a pas le sens pour la jeune génération qu'il pouvait avoir pour
pour la mienne. Et c'est ça qui sans doute fait qu'il y a une jeune génération qui est plus à droite qu'on l'imagine. Ils ne se reconnaissent pas dans le collectif, peuvent se reconnaître dans le groupe, mais un groupe qui n'est pas forcément structuré. Et donc ils ont des aspirations individuelles. Ils sont plus d'ailleurs dans l'auto-entreprise, dans le micro-projet, dans le micro-capitalisme. Dans la micro-élection. Non, mais c'est vrai. Alors je vote pour vous, mais alors uniquement pour la partie... Mais absolument. Les gribouillages sur les bulletins. Ils peuvent en effet passer d'un parti à l'autre en fonction de l'élection. Ce que dit Françoise Laborde, je suis effondré parce que j'ai toujours cru que si on n'était pas révolutionnaire à 18 ans, on ne le serait jamais. Là, si à 18 ans, ils sont même pas révolutionnaires, c'est fini. S'ils sont à droite, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me paraît bizarre. C'est en même temps, là. Hein. Ouais. Mais Marine Le Pen avait attiré aussi, lors de la dernière présidentielle, énormément de jeunes. Et donc, d'ailleurs, on voit des vases communicants importants dans les sondages, en tout cas, entre l'électorat de Marine Le Pen et celui de Zemmour. Donc, ce qui prouve bien que l'électorat peut-être de 2017 se déporte petit à petit vers Zemmour.